l'idée de départ, c'était de se dire, en général, on connaît les mitzvot dans l'autre sens. C'est-à-dire, on sait à peu près quelles sont les mitzvot des enfants vis-à-vis des parents. Par contre, on connaît moins bien les mitzvot des parents vis-à-vis des enfants. Or, c'est l'un des sujets de la Gemara, dans la fin du premier chapitre de Kiddushin, de nous énoncer, notamment par rapport au père, quelles sont les mitzvot, c'est-à-dire, d'une part, quelles sont nos obligations à nous, mais aussi quels sont leurs droits. Et c'était ça qui me semblait intéressant. Dans ces mitzvot, on verra la mitzvah de Chinour particulièrement, mais je pensais que c'est important, parce qu'il y a une dimension de Chinour dans chacune de ces mitzvot-là, de regarder l'ensemble. Donc c'est la Mishnah, Daf Kaftet, Amoud Aleph, de la fin du premier pérec de Kiddushin. On va juste lire la Mishnah et puis regarder un peu plus loin quelques passages de la Gemara. Kol mitzvot aben alarav, anashim chayavim, venashim peturot. Donc, toutes les mitzvot du fils sur le père, on reviendra sur l'explication après, les hommes ont une obligation alors que les femmes sont dispensées. Kol mitzvot av alaben, mais toutes les mitzvot du père qui sont sur le fils, echad anashim ve'echad nashim chayavim. V'chol mitzvot asel she'azman grama anashim chayavim ve'nashim peturot. Ça c'est un classique que vous connaissez bien. Toutes les mitzvot qui sont liées au temps, les hommes ont l'obligation, tandis que les femmes en sont dispensées. V'chol mitzvot asel shelo azman grama. Par contre, toutes les autres mitzvot qui ne sont pas liées au temps, echad anashim ve'echad nashim chayavin, donc les hommes comme les femmes ont une obligation. V'chol mitzvot lo ta'aseh, évidemment pour les mitzvot qui sont négatives, c'est-à-dire les interdictions, ben she'azman grama, ben shelo azman grama, qu'elles soient liées au temps ou qu'elles soient pas liées au temps, echad anashim ve'echad nashim chayavin, les hommes comme les femmes, ils sont astreints. Chutz mi bal takif ou bal tashrit ou bal tetame lametim, en dehors de 3 mitzvot qui sont très spécifiques par rapport aux hommes, l'interdiction de la tonsure, l'interdiction de raser les coins de la barbe, donc on a le droit de couper mais pas de raser, et également l'interdiction pour les Kohanim de se rendre impurs par rapport à un mort. Ce n'est pas valable pour les femmes qui sont Kohen, mais c'est valable uniquement pour les hommes. Donc, vous voyez là, une catégorie qu'on va approfondir, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est celle que je vous disais, les mitzvot des enfants vis-à-vis de parents, kivud avahem, yirat, le respect d'un côté l'honneur, d'autre côté le respect de la mère et du père, avec l'inversion qu'il y a, puisqu'on doit honorer plus facilement son père, parce qu'on aurait tendance à plutôt honorer sa mère en premier. Donc la Torah nous dit, attention, il faut les mettre à égalité, et l'inverse, pour la crainte, on va mettre la mère d'abord, parce qu'on aura plus l'habitude de craindre son père que sa mère. Dans la même configuration, à partir du moment où la Mishnah elle a fait une distinction entre les hommes et les femmes, pour kivud avahem, les femmes, elles ont aussi l'obligation vis-à-vis des parents, qui peut être un petit peu limité par l'accord du père. C'est dans un contexte très de l'époque talmudique ou de l'époque biblique, où en fait la femme ne travaille pas. Donc comme il y a une partie toujours dans le kivud avahem d'apport de financement. Donc si une femme, lorsqu'elle ne travaille pas et que c'est uniquement le père qui travaille, il faut l'accord pour donner. En réalité, quand les deux travaillent aujourd'hui, il est de bon ton que ce soit le fils qui aide ses parents ou la fille qui aide ses parents, qu'il y ait un accord dans le couple, soit une décision commune, de manière à ce que ce ne soit pas un élément de discorde alors qu'on pourrait se mettre d'accord. C'est normal d'aider les parents, surtout quand les deux travaillent et qu'ils ont une possibilité. Maintenant, voilà, il faut de l'accord. On ne va pas rentrer dans la problématique des mitzvot qui sont liées au temps, ça nous amènerait complètement ailleurs, mais c'est dans ce passage-là, et dans cette Gemara-là, que c'est évoqué également. Donc on va regarder un tout petit peu plus bas dans la Gemara pour avoir le détail de ces mitzvot-là. 1, 2, 3, 4, 5. Au milieu de la 5e ligne, Amar Rav Yehuda, normalement vous avez un petit crochet chez vous. Achik et Amar. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu viens d'énoncer toi au niveau de la Mishnah? Kol mitzvot aben
Amutalot ala av la asot libno anashim chayavim venashim paturot. De quoi on parle? Parce qu'il y avait, on risquait de croire que c'était une mitzvah de l'obligation du père vis-à-vis du fils. Or, on vient bien nous dire, ce sont des mitzvot qui sont normalement des mitzvot du fils, mais qui sont confiés pour leur application sur le père, qui doit les faire pour son fils. Et là, dans ce cas-là, Anashim Chayavim, les hommes ont l'obligation, les femmes n'ont pas cette obligation. D'emblée, il faut comprendre qu'il y a là un principe dans la Gemara qui est que on ne peut pas avoir une obligation vis-à-vis de quelqu'un d'autre si on n'a pas soi-même la mitzvah. Je ne peux pas être responsable de l'application de la mitzvah pour un autre si moi-même je ne l'ai pas. Le premier exemple qui est donné, on va le voir tout de suite, Tanena lea de Tanu Rabanan, Av Chayav Bivno Limolo. Le père a la mitzvah pour son fils de faire la Brit Mila. Comme la femme elle-même n'a pas la mitzvah de Brit Mila, elle ne peut pas avoir une obligation de la faire à quelqu'un alors qu'elle n'est pas concernée par cette mitzvah. Ça, c'est un grand principe. On ne peut pas avoir l'obligation, on peut s'en occuper librement, mais on ne peut pas avoir l'obligation si on n'a pas soi-même la mitzvah. Comprenons bien que, notamment dans la Brit Mila, c'est au premier chef le fils qui doit avoir la Brit Mila. La mitzvah, c'est la sienne, mais comme à 8 jours, il n'est pas en mesure de s'en préoccuper, donc c'est le père qui, là, va s'en occuper. On ne va pas rentrer dans le texte de la Gemara, vous pourrez le lire après. Évidemment, si le père s'en occupe pas, c'est d'abord la communauté, les dayanim, le beddin, parce que c'est une mitzvah globale. Si personne s'en occupe, c'est lui-même lorsqu'il devient majeur, parce que c'est sa mitzvah. Donc là, le père, il a la mitzvah de faire la Brit Mila à 8 jours, en quelque sorte, par anticipation sur l'obligation de son fils. Bien sûr, il y a la dimension de faire rentrer l'enfant dans le peuple juif, dans Knesset Israël, mais c'est bien le fils qui doit avoir la Brit Mila. En cas, si par exemple, Chassid Shalom, la femme, c'est un cas un peu, elle perd le mari pendant les 8 jours. Elle est chayavet de... Non. 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 Elle peut le faire, mais elle n'est pas chayavet. C'est-à-dire qu'elle peut l'organiser dans l'esprit que son mari aurait voulu l'organiser et puis il n'a pas pu le faire parce qu'il est décédé avant les 8 jours. Donc elle peut le faire, elle a le droit de le faire, mais elle n'est pas chayavet. Ce qui fait que si elle ne veut pas, si elle ne le fait pas, elle n'a pas de transgression. Le beddin, il doit prendre le relais pour dire, bah non, il faut le faire. Il est dans une communauté, c'est un pouvoir social. Si le beddin néglige aussi, parce que par exemple la mère s'y oppose, et donc le beddin n'arrive pas à l'imposer parce que la mère s'y oppose, ça peut arriver, elle va refuser, c'est son fils. À ce moment-là, l'enfant, lorsqu'il devient majeur, il a l'obligation de se la faire, pas de la faire lui-même bien sûr, mais de demander à ce qu'un Moël lui fasse à 13 ans, à 18 ans en France, parce que la majorité religieuse n'est pas suffisante, il faudrait avoir l'autorisation de la mère, mais si la mère ne donne pas son autorisation à 13 ans, en France, on pourrait pas, un Moël n'aurait pas le droit, parce qu'elle pourrait porter plainte contre lui, mais à partir de 18 ans, il a l'obligation de s'organiser. Alors ça ne se passe pas dans le même cadre, ce n'est pas les mêmes conditions, parce que ce n'est pas la même sensibilité, ça se fait dans un milieu plutôt hospitalier, etc. Mais voilà, elle n'est pas chayevet. Elle peut s'en occuper. Elle n'aura pas le mérite de celui qui s'en est occupé parce qu'il avait l'obligation, parce que vous savez qu'il y a une distinction entre faire quelque chose quand on est obligé et faire quelque chose spontanément alors qu'on n'est pas obligé. Et on a plus de mérite quand on est obligé, parce que ce qu'on regarde, c'est en fait la difficulté par rapport au mérite. Quand je ne suis pas obligé, que je fais, c'est spontanément, ça ne me coûte pas. Donc j'ai du mérite, parce que j'ai été volontaire, mais ça ne m'a rien coûté. Dès qu'il y a une obligation, il y a en nous une force de
d'opposition à l'obligation qui entre en jeu et qui fait que si je fais quand même, malgré cette résistance, de résister à une obligation, du coup j'ai plus de mérite. Donc dans ces mitzvot-là, oui, Effectivement, on aurait pu dire l'inverse, absolument. Quand on est obligé, on est obligé, alors qu'on n'est pas obligé. Et en réalité, on peut dire que c'est plus à bon. partir du moment, vous savez bien que ce qui est interdit devient la source de tentation. Ouais, bien sûr. Donc quand on est obligé, on a une source inverse de tentation de ne pas faire. Alors quand on est dans un bon état d'esprit, le fait d'être obligé ne change pas. Si ce n'est que le fait d'être obligé, on va être plus scrupuleux par exemple par rapport aux 8 jours. S'il est en bonne santé, on va le faire à 8 jours. S'il a la jaunisse, on va le faire dès qu'il peut supporter la Brit Mila. Alors que celui qui n'est pas obligé, il peut choisir tranquillement, il peut traîner, il peut le faire à un mois, il peut... C'est pas la même chose. Dès qu'il y a une obligation, ça va nous aider, mais ça nous contraint, et donc du coup, on a plus de mérite, parce qu'on a quelqu'un qui nous oblige de faire, et qu'on a une tentation de ne pas faire. Donc c'est contre-intuitif. Donc on voit bien que dans ces mitzvot-là, qui sont sur le père, c'est-à-dire le père, il va les faire pour son fils. La première, c'est la Brit Mila. Veliv Doto, c'est le rachat du Pidyon Aben, c'est le rachat, là aussi. Au bout de 30 jours, s'il y a un premier-né de la mère, pas un premier-né du père, mais un premier-né de la mère, il y a une obligation que le père le rachète. Et là aussi, si le père ne le rachète pas, alors, devenu majeur, il doit organiser son propre rachat, parce que c'est sa mitzvah à lui. Troisième mitzvah, ou le lam Torah, il a l'obligation de lui enseigner la Torah. Donc l'obligation de lui enseigner la Torah, on va revenir là-dessus. Ou le Asio Isha, il a l'obligation de le marier, c'est-à-dire d'organiser et de faire en sorte que son mari, son fils se marie. Or, on ne rentrera pas dans cette question-là, mais là aussi, avec des âges, normalement à partir de 18 ans, au plus tard à partir de 20 ans, il faudrait le marier. On est dans un contexte particulier quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les milieux ultra-orthodoxes, on fait attention qu'il faut être marié avant 22 ans au plus tard. Parce qu'on considère qu'après, les tentations se développent et que de toute façon, on risque d'être dans une démarche qui ne sera pas aussi pure que si on était jeune. Ou le lamdo ou manot. Donc, on a aussi l'obligation de lui apprendre un métier. Le yeshomrim, af, leasito bamayim. Et d'autres disent, on a aussi l'obligation de lui apprendre à nager. Pourquoi lui apprendre à nager ? Au cas où il se trouverait dans un bateau, le bateau coulerait, il faut qu'il puisse se sauver. Donc, on voit que ici, on a 3 catégories de mitzvot. Première catégorie, c'est Brit Mila, Pidyon Aben, et aussi je vais rajouter quelque chose parce qu'on en aura besoin, donner un nom à l'enfant, soit au moment de la Brit Mila, soit au moment du Zeved Abat pour la fille. Donc on a l'obligation de donner un nom. Et tout ça, c'est la définition. On participe à une sphère identitaire. On permet à l'enfant de s'inscrire dans un cadre identitaire, dans une famille, dans une histoire, dans un engagement en quelque sorte. Deuxième sphère, c'est la sphère éducative. C'est celle qu'on va approfondir un petit peu plus après. Donc et on va distinguer la mitzvah de l'ilmod Torah, de lui apprendre la Torah, de la mitzvah de Chinour. Ce sont 2 mitzvot bien distinctes. L'une l'éducation, l'autre l'apprentissage de la Torah. Et la troisième, la sphère d'autonomie, c'est-à-dire le mariage, le métier et apprendre à nager. C'est une forme, on doit devenir autonome. Bon, reprenons chacune de ces sphères avant d'aller plus loin et avant de regarder un peu plus la sphère liée à l'éducation de manière à bien comprendre et là de bien voir aussi le rôle de l'homme. Alors, bien évidemment, dans nos couples modernes, les deux se préoccupent de tout. Évidemment, il est évident que lorsqu'on a un garçon, le mari et la femme vont se préoccuper d'organiser la Brit Mila. Lorsqu'on a une fille, le mari et la femme vont s'occuper d'organiser le Zeved Abat, la nomination.
Mais en même temps, on voit bien que si le père a une obligation particulière, c'est bien sûr parce qu'on a le principe halachique que comme il est lui-même concerné par la mitzvah, donc il peut être concerné pour la faire à un autre, mais il y a aussi une dimension qui est une dimension, je dirais, psychologique et de structure à l'intérieur de la famille. Le père a un rôle là extrêmement important parce qu'il est on va dire comme ça, il est un facteur de rupture. La difficulté de la naissance, c'est que l'enfant, il vient de passer 9 mois dans le ventre de sa mère, même s'il n'en a pas conscience depuis le début, bien évidemment, qu'il est relié par le cordon ombilical, qu'on va couper, première rupture, qu'il va y avoir une deuxième rupture qui va être la Brit Mila, et avec la Brit Mila, la nomination. Parce que on est, N-A-I-T, verbe naître, en se séparant, en avançant dans une forme d'autonomie. Alors, pas grande autonomie chez les humains, puisque l'enfant, le bébé, il n'est pas capable de se lever, pas capable de marcher en naissant. Donc, il n'a pas une grande autonomie, mais toute l'apprentissage et l'autonomisation de l'individu va se faire grâce à des ruptures. Rupture de son attachement naturel et déjà passé avec la mère, puisqu'ils étaient ensemble, ils étaient en symbiose, il y a une communication, il y a une vie intra-utérine où l'enfant, il est déjà connecté avec sa mère, la voix qu'il reconnaît la première, c'est la voix de sa mère. Et il y a donc, il faut que le père, comme lui-même n'était pas dans cette symbiose, le père, il vit la grossesse un peu de l'extérieur. Bien sûr, il y est pour quelque chose, mais en même temps, il vit ça de l'extérieur. Il ne se passe rien dans son corps. Ce n'est pas un enfant qui sort de ses entrailles. C'est un enfant qui va sortir du corps de la mère. Donc, il faut l'aider, l'accompagner, parce que notamment, parfois, certaines mères réfléchissent au moment de la Brit Mila, parce que c'est un acte qui peut apparaître comme étant un acte barbare. On prend un petit bébé, un nourrisson de 8 jours, on va couper une partie de son être, il y a du sang qui va couler. C'est pas simple pour la mère, parce que c'est un déchirement affectif pour elle. C'est comme si on lui coupait quelque chose à elle. Donc il y a un accompagnement, c'est pour ça que le père, il a cette obligation-là. Il y a un accompagnement, de la même façon que qui va donner le nom du père dans la vie sociale. Le nom de l'enfant, c'est le père au moment de la Brit Mila. C'est le père au moment du Zeved Abat, au moment de la nomination de la fille, même si on le fait un peu plus tard, en général au bout d'un mois. Mais le fait de donner, même s'il l'a déjà fait à la synagogue, première fois qu'il monte à la Torah, le fait de donner un nom, c'est aussi un vecteur de séparation. On donne un nom, c'est-à-dire qu'on donne une existence autonome à un être qui, pour l'instant, était un peu mélangé avec la mère. Donc c'est une deuxième naissance. La nomination, c'est une deuxième naissance. C'est une naissance qui n'est pas physique, qui n'est pas physiologique, c'est une naissance sociale. À partir de ce moment-là, peu importe qui l'a choisi, on choisit en général ensemble, même si c'est souvent les mères qui décident plus que les pères, mais on choisit quand même ensemble. Mais en même temps, le premier qui, dans un acte social, va le nommer, c'est le père. Parce qu'il doit être ce facteur facilitant d'accès de l'individu à l'autonomie. Que ce soit un garçon, que ce soit une fille. Donc on voit là qu'il y a un rôle derrière cet acte technique qui est la Brit Mila, qui est le Pidyon Haben, avec une autre connotation. Rappelez-vous, juste 2 mots là-dessus, c'est pas le sujet, mais le Pidyon Haben, normalement, ce sont les aînés qui devaient servir dans le temple. Voilà. Et on le voit dans l'exemple de Shmuel, prophète Shmuel, Hana, au moment où elle prie, elle dit, au moment où elle obtient l'accès à la maternité, pour demander l'accès à la maternité, elle dit clairement, voilà, elle dit à Kadosh Baruch Hu, je veux un enfant, non pas pour moi, Hana, ni pour mon mari qui en a déjà 10 autres avec Dina, mais je veux un fils qu'il soit à ton service. Donc normalement, les aînés, au bout de 3 ans, c'était l'âge du sevrage à l'époque, ils quittaient leur famille et ils devaient aller dans le temple pour servir. C'est leur fonction.
une fonction sacerdotale. Il s'avère qu'avec la faute du veau d'or, ce sont les Lévi'im, donc avec les Kohanim, qui ont repris cette fonction-là. Kadosh Baruch Hu l'a retirée aux aînés et l'a donnée aux Lévi'im. Mais donc il y a une problématique de rachat. Mais donc c'est bien aussi une rupture. Une rupture dans l'autre sens, où on va la racheter pour dire, en fait, même si l'enfant doit être autonome, on va le garder avec nous jusqu'à sa majorité, jusqu'à ce qu'il devienne adulte, jusqu'à qu'il crée un foyer lui-même. Donc on va le garder au niveau affectif. Et le père, là, en le rachetant, manifeste pas simplement un acte théorique et juridique par rapport au Cohen, mais il exprime un acte d'affection, où il dit, en quelque sorte, devant la communauté, à son fils, même si c'est à 30 jours et qu'il n'en a pas conscience, je veux que tu restes avec nous, avec ton père et ta mère. Il ne le dit pas verbalement, mais symboliquement, il le dit. C'est un acte, on tient à toi, on veut te garder, on ne va pas te confier au Kohanim, tu ne vas pas vivre dans le temple, parce qu'on le voit avec Hana, au bout de 3 ans, son fils, Shmuel, il est éduqué par le grand prêtre de l'époque, elle vient le voir au moment des fêtes de pèlerinage, mais il n'est plus chez elle. C'était une séparation difficile et complexe. Il fallait vraiment arriver à un niveau de dévouement et de consécration à Kadosh Baruch Hu pour réussir. Et c'est pour ça, grâce à cet effort, qu'elle a obtenu d'avoir un enfant. Donc on a là bien une posture de l'homme qui a un rôle dans l'équilibre familial. On arrivera à la sphère éducative en dernier. L'autre sphère, c'est la sphère de l'autonomie. On amène l'enfant à l'autonomie par l'étude, et on sait bien, là aussi, il y a les discussions, comment il va étudier l'accès au texte. On lui donne une première autonomie. Mais la vraie autonomie, elle est au moment où il va se marier, avoir un métier, et en même temps une autonomie par rapport à apprendre à nager, parce que c'est plus que simplement savoir nager dans la mer, c'est aussi savoir nager dans la vie. Se dire, savoir résister psychologiquement à tous les troubles, à toutes les tempêtes, à tout ce qui peut nous arriver à un moment donné dans notre existence. Donc c'est aussi symboliquement savoir à nager. C'est vraiment savoir à nager. Il faut appliquer la mitzvah et faire en sorte que nos enfants sachent nager. D'ailleurs, les garçons comme les filles aujourd'hui. On ne fait plus de distinction, même s'il n'y a pas théoriquement d'obligation vis-à-vis des filles. En même temps, il est bien de leur apprendre à nager quand même, et à tous les niveaux, parce qu'elles sont intégrées dans la vie sociale d'aujourd'hui. À l'époque biblique, elles étaient dans un milieu familial dont elles ne sortaient pas, elles ne voyageaient pas, elles n'allaient pas prendre le bateau, ou elles avaient très peu de chances de prendre le bateau. Et surtout, elles n'étaient pas dans la confrontation avec la société. Aujourd'hui, c'est le cas, donc il faut qu'elles soient exactement dans la même chose. Mais là aussi, c'est le père qui a ce devoir d'accompagnement de la rupture de l'enfant, particulièrement du fils qui va être très attaché à sa mère, pour qu'il puisse devenir autonome. Élever un enfant, c'est le rendre autonome, c'est-à-dire lui apprendre à prendre ses distances avec nous. C'est pas simple. L'homme, dans cette posture, on le verra la prochaine fois, qui est plus cadrante, doit être celui qui est le facilitateur. Alors que la mère, de manière générale, la femme va avoir tendance à développer l'attachement affectif. Elle va avoir du mal à ce que son enfant parte à l'école alors qu'elle voudrait le garder toute la journée si elle l'a élevé dans les premières années. Elle va avoir du mal qu'il parte en colo pendant les vacances. Elle va avoir du mal qu'il parte faire des études ailleurs. Elle va avoir du mal qu'il se marie parce qu'à chaque fois, c'est un détachement. Donc là, il doit y avoir un rôle temporisateur, modérateur du père qui doit amener une limite, un cadre, pour permettre à l'enfant de s'autonomiser. Un enfant qui ne s'autonomise pas, on le tue. On le rend dépendant. On le rend esclave de sa famille. Donc c'est vraiment... Ça ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser des enfants. Chas v'shalom. Ça veut dire qu'il faut les rendre autonomes, de manière à ce qu'ils puissent venir chez les parents, quand ils veulent, comme ils veulent, en sachant que la porte est toujours ouverte, et qu'ils sont toujours les bienvenus. Mais en même temps, en leur permettant de devenir adultes. Parce que c'est ça, devenir adulte. C'est être un être responsable, donc pas dépendant. On est responsable à deux, dans une famille, dans un couple, etc. Mais on est individuellement responsable. Donc, éduquer des enfants, c'est leur apprendre à devenir responsables, donc autonomes, donc un petit peu détachés de nous, pour qu'ils se construisent
une identité et que ce ne soit pas des clones de nous-mêmes. Sinon, on ne leur permet pas d'exister. Ils sont juste le reflet de ce que l'on est. On a raté quelque chose. L'enfant doit être un prolongement de ce qu'on est. Mais on n'est pas non plus en concurrence. Il s'inscrit, quand tout va bien, dans le prolongement, que ce soit un fils ou une fille, mais il doit développer sa propre personnalité. Il vient enrichir la famille. S'il est identique au père ou à la mère, on n'a rien gagné. On a gagné un effet miroir, mais qui n'est pas enrichissant. Donc il faut, pour qu'il y ait cette autonomisation, il faut qu'il y ait les outils de cette autonomisation. Se marier, c'est créer une autre famille, donc faire l'expérience de ce que c'est qu'une cellule familiale et avoir ses propres enfants, faire l'expérience que le père a fait, d'une certaine manière, à sa façon aussi. Avoir un travail, c'est une autonomie économique, indispensable. Ne pas permettre à un enfant d'avoir un métier, c'est le rendre handicapé, socialement parlant, pas physiquement, pas psychologiquement, mais handicapé socialement parlant. Et lui apprendre à nager, c'est la même chose, lui permettre de faire front face aux dangers qu'il va pouvoir rencontrer à l'intérieur de la vie en général. Donc là, on a vu les deux autres sphères. Celle de l'identité, parce que ce sont les parents qui définissent l'identité. Ne croyons pas qu'on est plus libre lorsqu'on n'impose rien aux enfants. Parce que l'éducation neutre, ça n'existe pas. S'il y a des éducations pseudo-neutres, on dit « il choisira plus tard qui il est ». Mais on a décidé de ne pas lui donner l'identité familiale et de le couper de sa famille. Il ne pourra pas se retrouver, se connecter par rapport à sa famille, il ne pourra pas s'inscrire dans une histoire. Donc l'éducation neutre, dire « je ne vais pas lui dire qu'il est juif tout de suite, parce que sinon ça va le focaliser dans quelque chose, ça ne va pas. Je ne vais pas lui donner trop de règles morales, parce que ça va l'enfermer dans une moralité qui ne sera peut-être pas la sienne. » Oui, mais enfin, ça l'enferme dans une autre dépendance. Mais ça, c'est des cas évidents. Mais après, il y a des cas dans lesquels chaque enfant a une personnalité, et on ne peut pas trop le pousser dans un chemin, parce qu'on ne sait pas, clairement, on ne sait pas qu'est-ce qui va être le mieux pour notre enfant. Ça, c'est pas une neutralité. Ça, c'est accompagner l'enfant, on va le voir, dans son développement individuel. L'éducation neutre, c'est dire, je ne mets pas de règles, je ne mets pas de valeurs morales ni de valeurs familiales. Il aura le droit de choisir tout ce qu'il veut quand il va grandir. L'accompagnement, c'est ne pas conditionner l'enfant. L'inverse du neutre complet, c'est le conditionnement. C'est-à-dire, je vais décider pour toi de ce que tu feras comme métier, dans quel milieu tu vas vivre, quelles seront absolument tes valeurs familiales. En réalité, c'est très rare, sauf dans des familles hyper rigoureuses au niveau des valeurs familiales. Dans la plupart des familles, le modèle parental est un modèle qui, lorsqu'il est un peu rigide, de toute façon, va être contesté. Donc, on verra par la suite que plus on va proposer un modèle rigide, sans liberté, plus l'enfant va avoir l'envie de le contester. Donc, en fait, sans s'en rendre compte, on alimente l'inverse de ce que l'on est. À trop vouloir formater, on formate l'inverse. Regardons maintenant la sphère de l'éducation. Et on va revenir sur ces questions-là. Alors, on va un tout petit peu plus loin, parce qu'il y avait tout sur le Pidyon, etc. Là aussi, qui doit racheter ce qu'on a vu à l'oral. Et on arrive à la page 120, où le Lamdo Torah, au milieu de la page, Minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a une mitzvah du père d'enseigner la Torah à son fils, Dirtiv, Velimatem Otam et Benechem. Vous les enseignerez, Otam, c'est ses paroles, cette Torah, et Benechem, à vos fils, plus qu'à vos enfants. Vecha de la egmere avoua mitrayev. Et d'où est-ce qu'on voit que il n'y a pas là une contrainte du père,
Iou, le migmar nafché. Iou, c'est qu'en fait, on est dans une... il doit... comment dire ? Il doit arriver à l'enseigner pour sa propre âme. Dirtiv ou le matem. On fait ici là, un commentaire entre velimadetem, qui sans voyelle peut se lire ou le matem. Parce que si c'est velimatem, alors c'est vous les enseignerez, ou le matem, c'est vous les étudierez. Donc où est-ce qu'on voit que là, on n'est pas en train de mélanger le fait d'enseigner par rapport au fait d'apprendre soi-même, parce qu'on a soi-même l'obligation d'étudier la Torah. Donc plus loin, la Gemara pose la question justement de savoir, quand un fils et un père, il faut choisir, parce qu'on n'a pas assez d'argent. Est-ce que c'est le père qui étudie, ou est-ce que c'est le fils qui étudie? La Gemara nous dit, on a priorité sur nos enfants, sur quelqu'un d'autre. Donc on va d'abord financer son apprentissage à soi, parce qu'on a soi-même la mitzvah d'étudier la Torah. Sauf dans un cas, nous dit la Gemara, si tu vois maintenant que ton fils, il est beaucoup plus agile, beaucoup plus vif pour apprendre la Torah, alors tu vas l'envoyer lui. Parce que du coup, le gain en Torah va être meilleur et il va éclairer la Torah. Mais sinon, c'est toi. Hihi minalan de la mitraïve. D'où est-ce qu'on voit que la femme, elle n'a pas l'obligation, dire-t-il, velimatem, ulmatem kol mitzvot. Velimatem, tu les enseigneras. Dans ce fameux passouk. Ulmatem kol metzuve lilmod. Donc, c'est le principe que j'avais évoqué tout à l'heure, que tout celui qui a l'obligation, l'ilmod, d'apprendre, metzuve lelamed, il peut avoir l'obligation d'enseigner. On ne peut pas avoir l'obligation pour quelqu'un si on ne l'a pas soi-même. V'chol she'eno metzuve lilmod, eno metzuve lelamed. Et tout celui qui n'a pas l'obligation d'étudier, il ne peut pas avoir l'obligation de l'enseigner à son fils. Ve'i minalan de la mitraïva, le melar nafsha. Et où est-ce qu'on voit que finalement la femme, elle n'a pas cette obligation? Dirtiv, velimatem ulmadetem, kol she'acherim metzuvim, le lamdo metzuve, le lamed acheatzmo, v'chol she'ena acherim metzuvim, le lamed. Donc, on voit de la femme que c'était, en fait, elle-même, elle n'a pas l'obligation, parce que velimatem et benechem, vos fils, donc comme elle n'a pas l'obligation également d'étudier, elle ne peut pas avoir l'obligation de l'enseigner. Donc ça, c'est la référence pour l'enseignement de la Torah. Torah orale, Torah écrite. Dans le texte proprement dit, il n'est pas dit qu'est-ce qu'il faut enseigner. Dans la Gemara, on explique, on va commencer par la Torah, on va continuer par la Mishnah, par la Gemara, par la Halacha. Donc il y a un ordre qui est logique, qu'on trouve maintenant dans les structures, mais on va aller jusqu'au bout de la découverte. Le minimum du minimum au niveau de la Halacha, c'est l'enseignement du Chumash. Si on ne peut pas enseigner tout le reste, alors au moins qu'on enseigne le Chumash. Même pas tout le Tanakh, mais au moins le Chumash à son fils. Et là aussi, donc la mère n'a pas l'obligation de payer quelqu'un pour enseigner, puisque lui il a l'obligation de payer quelqu'un pour enseigner si jamais il ne peut pas l'enseigner lui-même. Là aussi, toujours, on peut avoir un chaliard pour une mitzvah comme ça là. De la même façon que, comme on l'évoquait sur la Brit Mila, il y a bien un chaliard. C'est rare que ce soit le père lui-même qui fasse la Brit Mila. Il peut y participer, mais s'il n'est pas Moël, il va juste peut-être intervenir au moment où on coupe, mais il ne va pas faire tout le reste. Il faut laisser faire les spécialistes. Donc il y a un chaliard. Mais en même temps, c'est lui qui a l'obligation.
Donc là, pour l'étude de la Torah, c'est la même chose. S'il n'a pas la capacité d'enseigner la Torah, le Chumash, la totalité du Chumash, les 5 livres du Chumash, à son fils, il a l'obligation de payer quelqu'un qui va lui enseigner la Torah. Dans une école, pas dans une école, tous les modèles sont possibles, bien évidemment. Je préférais l'école. Je ne veux pas faire la pub de l'école, mais bon. Et ça, à partir de 5-6 ans. On recommande à 6 ans. Certains disent à partir de 5 ans, mais si on commence à apprendre à lire en hébreu à un enfant de 5 ans, la Gemara nous dit tu vas passer ton temps à courir après lui parce que tu vas le rendre un peu précoce. En réalité, aujourd'hui, il arrive très souvent que les enfants, en arrivant au CP, ils savent déjà lire l'hébreu. Ils ne savent pas encore faire du chumash, mais ils reconnaissent les lettres. Et ça, c'est pas gênant. Mais l'obligation du père, elle commence à partir de 5-6 ans. Mais c'est pour la mitzvah de Limud Torah. La mitzvah de Chinour, elle a sa référence ailleurs, elle est dans le texte des Proverbes, de Kohelet, Chanor le Nahar al Pidarko. Tu vas éduquer l'enfant selon ses dispositions personnelles, selon sa nature. Il n'y a pas, même dans une famille, 2 enfants identiques. Ni qui vont apprendre de la même manière, ni qui vont réagir aux mêmes enseignements de la même manière, ni qui vont avoir une personnalité identique. Donc, de toute façon, il va falloir être à l'écoute pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui va être important pour tel enfant et qu'est-ce qui va être important pour quel autre enfant et comment il va avancer à son rythme. Surtout, éviter de considérer que tout le monde a le même rythme, parce que ça n'existe pas. On le voit déjà entre les garçons et les filles. Les filles, en général, apprennent à lire beaucoup plus rapidement. Elles vont être plus autonomes dans la lecture et vont s'intéresser à la lecture plus facilement que les garçons. C'est une statistique globale. Il y a des exceptions, bien évidemment. Les garçons vont être plutôt, a priori, plus manuels, plus dans des jeux que dans de la lecture. Ils vont être plus forts en mathématiques, les filles plus fortes en littérature. Mais évidemment, il y a des exceptions. Et lorsque les filles sont fortes en mathématiques, elles peuvent être plus fortes que les garçons. Donc, voilà. Mais chacun avec sa spécificité. Et cette mitzvah-là, du coup, comme elle est une mitzvah au départ d'accueil et d'épanouissement de l'esprit de l'enfant, en fait, elle n'est pas réservée aux hommes. Parce que l'homme n'a pas lui-même d'obligation de s'éduquer. Il a un travail personnel à faire sur ses midot, mais ça c'est valable pour tout le monde. Mais il n'y a pas de mitzvah de chinour de soi-même. Si on ne s'était pas éduqué, on devrait s'éduquer soi-même. Par contre, alors justement, qu'est-ce qu'on appelle par éduquer ? Éduquer, à la base, c'est une valorisation affective vis-à-vis des valeurs familiales, des valeurs de la Torah, des valeurs de la société, c'est-à-dire préparer un enfant à être un adulte conscient de ce qu'il fait dans une société donnée. La première société, c'est la société familiale. Ensuite, la société, pour nous, d'une communauté, d'un quartier, d'une ville, c'est la société au niveau mondial. Donc, l'éducation, ça va être plus sur le savoir-être que sur le savoir proprement dit. Le savoir proprement dit, c'est l'Limud Torah. Entre les deux, il y a le savoir-faire des mitzvot, qui commence par un apprentissage, mais qui n'est pas que de la halakha. On n'a pas cette obligation Si. pour nous-mêmes. On n'a pas cette obligation. Pour nous-mêmes, on a cette obligation, si vous voulez, c'est pas formulé de la même façon. On a cette obligation de travailler nos midot, nos caractéristiques de comportement, de manière à atteindre un objectif de comportement qui nous permettent de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Si vous voulez, pour l'adulte, le travail sur les midot, il est un moyen de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Notre comportement social de la Torah, ce ne sont pas des
des caractéristiques morales pour être quelqu'un de bien élevé en soi, c'est parce que les mitzvot ben Adam le Chavero font partie de notre comportement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ça qui va nous permettre de nous rapprocher. Si vous voulez, il faut distinguer les moyens qu'on donne à un enfant de s'intégrer dans un milieu social avec des valeurs qui vont avoir du sens, du travail qu'on fait sur nous-mêmes. Ne pas tuer, ne pas voler, c'est pas une valeur d'éducation, c'est pas une valeur sociale dans la Torah. C'est une valeur spirituelle. C'est-à-dire que si on ne vole pas, et si on ne tue pas, et si c'est inscrit dans la Torah, c'est pas parce que c'est pas suffisant que ce soit une valeur sociale, parce que si ce n'est qu'une valeur sociale, alors on n'a pas besoin de la Torah pour nous le dire. On va l'inventer nous-mêmes. Les sociétés qui n'ont pas de Torah l'ont inventé. Parce que l'interdiction de tuer, c'est une manière de vivre en société. Si on s'entretue, on n'arrivera pas à faire société, on ne va pas arriver à survivre soi-même, on se met en danger en permanence. Qui tue risque d'être tué. Donc, les sociétés ont inventé cette règle pour vivre ensemble, pour faire des choses, pour s'entraider, pour ne pas être isolés, pour être solidaires. Nous devons comprendre la mitzvah de ne pas tuer comme étant une mitzvah à dimension spirituelle, parce que c'est nous apprendre la valeur de la vie de l'individu, et pour aller un petit peu plus loin encore, pour éviter de nous prendre pour le bon Dieu. La mitzvah dans les Aseret Hadibrot de ne pas tuer se trouve juste en face, si on regarde les 5 tables les unes par rapport aux autres, c'est juste en face de Anochi Hashem Elokecha, Sherotzeticha Meretz Mitzrayim, la reconnaissance de Dieu. Si je ne tue pas, je suis en mesure de reconnaître Dieu. Si je tue, je me prends pour le bon Dieu et je ne suis plus en mesure de reconnaître qui est Dieu, puisque j'ai le droit de vie et de mort surtout. Donc c'est une mitzvah qui a une visée spirituelle, qui passe par un stade d'appropriation qui est un stade social, mais qui ne se limite pas au stade social, parce qu'elle a une dimension spirituelle. Ce que l'on doit apprendre à nos enfants au départ, c'est à être homme. Être homme, c'est avoir un sentiment de sécurité, homme au sens large, humain, évidemment. Avoir un sentiment de sécurité, c'est-à-dire que dans la mitzvah de Chinour au départ, il y a une notion d'attachement. Parce que l'enfant, dans le bébé, a besoin de se sentir en sécurité pour se développer. Donc, comme les psychologues l'expliquent aujourd'hui, les parents sont des piliers d'attachement, des piliers de sécurité. Si un enfant un bébé sait que lorsqu'il pleure, il va voir apparaître le visage ou l'aura de son père ou de sa mère, il va se sentir en sécurité. Il n'est pas abandonné. Donc ça va lui permettre de se développer. Lorsqu'il va commencer à bouger, à se déplacer, qu'il va regarder où est son père ou sa mère, c'est que ce sont des piliers de sécurité dans lesquels il peut s'attacher. On a besoin de cet attachement pour se sentir en sécurité, pour se développer psychologiquement. Donc le chinour commence par là. Le chinour commence par l'ambiance qu'on crée à l'intérieur de la famille. Est-ce que c'est une ambiance qui est porteuse ? Est-ce que c'est une ambiance calme, une ambiance aimante, une ambiance avec un attachement au mitzvot qui est positif ? Ou est-ce que c'est l'inverse ? L'éducation commence là, par l'ambiance qu'on va créer à l'intérieur de la famille. Si vous avez l'habitude de vous disputer dans la famille, l'enfant ne va pas être en sécurité et ça peut provoquer chez lui un traumatisme de la petite enfance qui va le rendre instable toute sa vie. Parce qu'il voit que ces 2 références d'affection sont en train de se heurter. Des parents qui se disputent devant des enfants bébés parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur rien, c'est une fragilisation de l'enfant. Et là, le père doit être aussi un vecteur d'attachement aussi important que la mère. Parce que là aussi,
le bébé, lorsqu'il naît, il est en relation exclusive avec sa mère, parce que c'est la voix de sa mère qu'il connaît le plus, même s'il l'entend dans l'intérieur du ventre de sa mère, mais il y est attaché. Encore plus lorsque la mère l'allaite, il a une relation de symbiose. Il a compris très vite que sa survie dépend de sa mère. Donc il faut élargir son horizon affectif, il faut que le père, en lui parlant, alors qu'il ne comprend pas, mais en parlant avec lui dise, voilà, moi aussi, quand je vais changer ta couche, quand je vais te donner un biberon lorsqu'il prendra le biberon, je te crée un environnement sécurisant qui va te permettre de te développer dans de bonnes conditions. Donc l'éducation, elle commence avant la naissance. Elle commence par la manière qu'a le père de se comporter avec la mère avant la naissance, avec le foyer qu'il a fabriqué. Est-ce que ça va être un foyer sécurisant et un foyer positif ou pas? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que l'enfant, quand il arrive, est un trouble fait? Ou est-ce que c'est une source de joie? Est-ce que le père va s'en occuper ou va pas s'en occuper? S'il s'en occupe pas en disant « bah non, moi j'attends que l'enfant il commence à parler parce qu'avant ça m'intéresse pas », il va avoir un seul vecteur d'attachement. Et donc il va lui manquer quelque chose dans son modèle. Bien sûr, il va rencontrer son père après, mais c'est pas le père qu'il a connu de manière affective. Or, le premier socle identitaire, c'est un socle affectif. C'est pas un socle intellectuel. Il va étudier avec son père à 5-6 ans au plus tôt, mais avant, pendant 5-6 ans, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de relation? Si. Mais déjà là, l'éducation commence par le cadre sécuritaire qu'il va mettre en place. Ensuite, quand il va commencer à s'éveiller, on va commencer à lui chanter Torah Tziva Lanu, Shema Israël, Hashem Echad, etc. On construit sa base sensitive. Il faut avoir conscience que la plupart des adultes ne se souviennent pas de ce qu'ils ont vécu avant 5 ans. C'est très frustrant. On n'a pas de vrais souvenirs, de souvenirs directs de ce qu'on a vécu avant 5 ans. Sauf en psychanalyse, où on va arriver à remonter jusqu'au moment de sa naissance. Mais dans une situation normale, on ne s'en souvient pas. On peut savoir ce qu'on a fait avant 5 ans parce qu'on nous le raconte, mais on n'a pas de mémoire organisée. Par contre, on a une mémoire des ambiances, une mémoire des parfums, une mémoire du ressenti, on a une mémoire sensitive. Donc tout ce qu'on apprend avant, c'est un attachement sensitif fort, qui peut être un élément de détermination de notre identité plus tard, même si on n'en a pas conscience. C'est-à-dire il y a la construction de l'identité intellectuelle qui se fait à partir du moment où l'enfant commence à lire, commence à raisonner, et tout au long de notre vie, et l'attachement affectif, il se construit depuis la naissance. Et l'éducation, elle commence là. Après, on va lui apprendre les codes de la société, les codes de notre société familiale, les codes de la société juive quand on est dans une communauté juive, les codes de la société occidentale tout en sachant se positionner par rapport à ces codes, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas, comment on se protège de la société ambiante, mais en même temps comment on a une place, parce qu'on vit dans une société qui n'est pas la nôtre, et même en Israël, on vit dans une société qui n'est pas forcément à l'unisson avec les valeurs de la famille. Donc comment on fait pour gérer et s'adapter? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, apprendre à nager, c'est aussi ça. Apprendre à nager dans une société qui n'est pas forcément avec les valeurs de notre famille, même dans la communauté juive. On le sait bien. Tous les juifs n'ont pas tout à fait les mêmes valeurs morales, c'est dommage. On a raté quelque chose, mais c'est comme ça. Donc un juif, il doit savoir qu'un autre juif n'est pas forcément celui qui va le protéger, parce que ça peut être celui qui va l'arnaquer aussi. Mais comme dans toute société humaine. C'est pas spécifique aux juifs non plus d'arnaquer. Donc comme dans toute société humaine. Donc il va falloir comprendre que les valeurs intrafamiliales, dont confiance qu'on a avec le père et la mère, ne sera pas forcément les valeurs avec l'extérieur, avec les copains. On va dans une école juive, on voit des garçons qui se disputent, qui se harcèlent. Et pourtant, ils ont des valeurs juives, ils ont des valeurs de Torah. Mais ils ont peut-être loupé une dimension de valeurs morales qui sont dans l'éducation, parce que dans l'éducation, on va apprendre le respect, si vous voulez. Il faut à un moment donné que
soient connectés. Les concepts théoriques qu'on va apprendre dans l'étude, dans le texte, et le vécu. Si on apprend l'amour du prochain et que dans le vécu, on ne l'a pas, ça ne sert à rien de le savoir. On a cru qu'on a fait une belle mitzvah en l'ayant étudiée, oui, mais on n'a fait que la moitié. Parce que la mitzvah, si on l'étudie, c'est pour l'appliquer, c'est pas juste pour la savoir. On n'est pas des esthètes, on n'est pas des gens simplement avec un cerveau. Toutes les mitzvot sont là pour être appliquées. Si on apprend les Shmirat HaLashon avec le Chafetz Chaim et qu'on ne l'applique pas, on a raté une marche. La famille va éduquer, l'école va majoritairement instruire, et la famille aussi majoritairement éduquer. Mais il faut que les deux se rencontrent. C'est pour ça que dans la famille, on va éduquer et aussi un peu instruire à partir d'un certain âge, et il faut faire la connexion entre les deux. Quelle école? On va bien sûr instruire, mais on va aussi éduquer. On va apprendre à des enfants, on ne va pas se battre dans la cour de récréation, on va leur transmettre des valeurs de respect, etc. Mais il faut comprendre que les parents sont les responsables premiers des conditions de vie et de développement qu'ils proposent à leurs enfants. L'école, c'est par délégation, mais ce qui se passe dans la maison, c'est l'essentiel de la construction de la personnalité. Après, il faut faire avec la personnalité de l'enfant. L'enfant vient avec sa personnalité. C'est une personne dès qu'il naît. C'est pas simplement une personne parce que l'un a les cheveux blonds et l'autre a les cheveux roux ou les cheveux bruns. C'est une personne parce qu'il a une personnalité. Il a une neshama qui est spécifique, qui va déterminer son identité. Quand vous lui donnez un nom, vous concentrez, sans vous en rendre compte, Beruach HaKodesh, sur le nom juif, l'identité de ce que va être votre enfant. Et il va coller à son nom hébraïque. Donc il y a une identité qui émerge au moment de la naissance et qui va se développer, que vous allez découvrir. C'est pour ça qu'on nous dit, Alpidarko, tu vas tenir compte non seulement de son rythme, de sa personnalité, de son intelligence, parce qu'il y a des choses qu'on peut développer, qu'on peut augmenter, mais il y a des choses qu'on ne peut pas créer si elles ne sont pas là. Et on sait que, en fonction des sollicitations, au niveau des capacités, eh bien, des choses peuvent se développer, des choses peuvent s'altérer. Alors, il y a des choses qui s'altèrent naturellement et ce n'est pas très grave. On le voit par exemple par rapport à l'oreille. L'enfant, en naissant, pas dans les premiers temps, mais très rapidement, il a ce qu'on appelle une oreille universelle. Il entend tous les sons et il pourrait parler toutes les langues. Parce qu'il a la capacité de percevoir toutes les nuances. On sait que selon les langues, vous regardez des langues africaines ou des langues asiatiques, il y a des nuances que nous ne percevons pas parce qu'on est dans un monde occidental. Lui, il a encore la possibilité de le faire. Après, naturellement, sa focale va se restreindre. Pourquoi ? Parce qu'il va se concentrer sur sa langue maternelle. Parce que l'essentiel pour lui, ça va être d'être capable d'identifier parfaitement la langue de sa famille humaine. Donc il y a des choses qui vont se restreindre. Mais il y a des choses où, si vous le sollicitez pas, elles ne vont pas se développer. On peut apprendre la sensibilité à la musique. On peut apprendre la sensibilité visuelle. On peut apprendre la curiosité. Là aussi, il y a un potentiel de curiosité d'enfant, mais si vous le restreignez parce que ça vous embarrasse de tout le temps répondre à ses questions, au bout d'un moment, il ne va plus poser de questions. Il ne va plus être curieux, vous allez avoir la paix. Mais vous lui avez mis un boulet au pied. Parce que du coup, vous lui avez fait comprendre que poser trop de questions, c'était quelque chose qui pouvait être négatif. Donc il faut bien faire attention. On va revenir sur ces concepts-là dans les autres séances, mais il faut comprendre que d'emblée, et c'est pour ça que le chinour, c'est pour les deux parents, alors que l'étude de la Torah, ça va être pour le père, parce qu'on verra qu'il y a à la fois une spécificité du rôle du père par rapport au rôle de la mère, mais il n'y a pas une exclusivité.
C'est-à-dire qu'il y a une zone où les deux doivent être présents. Dans les premiers temps, naturellement c'est la mère, mais il faut que le père s'introduise de manière à créer un relationnel et une intimité non verbale, affective avec l'enfant, parce que ça va être un terreau essentiel dans sa sécurité et dans le développement de sa personnalité. Après, dans le développement des connaissances, c'est peut-être le père qui, à un moment donné, va avoir le dessus, mais la mère peut aussi participer au développement culturel sur d'autres valeurs qui sont les siennes. Donc il y a bien là deux mitzvot qui sont assez proches l'une que l'autre, mais surtout qui doivent être en lien. Parce qu'on ne va pas enseigner un comportement moral sans le rattacher à la Torah. On peut le faire, mais ce serait lui donner que la moitié de son éducation, et on ne va pas enseigner la Torah sans le relier avec son éducation morale. C'est comme si on séparait les deux tables. D'un côté, les mitzvot vis-à-vis du bon Dieu, les mitzvot vis-à-vis du prochain, et puis c'est deux mondes, et puis il y a des jours où on est là-dedans, des jours ou des heures où on est là-dedans ou pas. Non, l'homme, il est entier, il a deux hémisphères, mais il a un seul cerveau. Donc sa sensibilité de cerveau droit doit aller avec sa sensibilité de cerveau gauche, il doit y avoir des connexions. Les deux cerveaux sont reliés. Chacun a sa spécialité, mais les deux cerveaux sont reliés. Donc on doit faire en sorte, pour arriver à un être équilibré, à mettre en lien les deux. On verra que l'homme, dans certains endroits, a la préséance, on va dire, et dans d'autres domaines, la mère a la préséance, mais en même temps, les deux doivent être impliqués dans l'essentiel des étapes de l'éducation d'un enfant, parce que toute la problématique, c'est de faire en sorte de l'accompagner vers un développement stable. Alors, c'est pas simple, ça prend toute une vie d'adulte, mais en même temps, c'est la mission. Oui, allez-y. Vous disiez toute une vie d'adulte. Oui, aujourd'hui, jusqu'à quel âge est-ce qu'on considère que ça s'appelle éduquer un enfant? À partir de quand est-ce qu'on n'éduque plus un enfant? Soit parce que c'est contre-productif, soit parce que c'est inutile. À vrai dire, je crois qu'on continue toute sa vie de parents à éduquer un enfant. Mais on ne l'éduque pas de la même façon. Je veux dire, à partir du moment où il devient adulte, c'est-à-dire qu'il se marie, qu'il a un travail, qu'il a une forme d'autonomie, on va passer dans une autre modalité d'éducation. On dit par rapport au mariage, marie ton fils tant que tu as la main sur lui. C'est-à-dire tant que tu as de l'autorité sur lui, une autorité descendante. L'éducation des enfants, après, lorsqu'ils sont adultes, se fait sous une autre modalité. On n'est plus dans ce que l'on dit, mais on va être beaucoup plus dans ce que l'on fait. Et si on réfléchit bien, nos parents nous servent de modèle jusqu'à 120 ans, jusqu'à ce qu'ils... Et ça fait partie de l'éducation. C'est plus une éducation organisée, mais c'est ce que je veux dire par là, c'est que ne croyons pas que dès que nos enfants vont être mariés, c'est bon, allez, on est tranquille, on se retrouve avec sa femme comme deux jeunes mariés et on ne s'occupe plus des enfants. Non, parce que le modèle qu'on est en train de montrer, ça les éduque. Donc, restons connectés, restons disponibles, restons à l'écoute, parce que on va prendre de la distance, mais on ne se désintéresse pas de ces enfants. Parce qu'on peut les accompagner. Lorsqu'ils le demandent, ça ne va plus être tellement à notre initiative, c'est-à-dire une éducation proactive. Quand ils sont jeunes, c'est nous qui organisons la vie de famille pour qu'elle soit éducative. On va être en back-office, comme on dit. Quand ils ont besoin de nous, on peut les accompagner. Mais notre modalité de vie est aussi une modalité d'éducation. Avec une distinction, parce qu'il y a un autre concept. Lorsqu'on dit au moment de la bar mitzvah qu'on est libéré, il y a une bracha spéciale pour la bar mitzvah, maintenant je suis libéré de mon fils. Je suis libéré de quoi? Je suis libéré parce que c'est plus moi qui suis responsable de ses actes, parce que c'est lui qui est responsable de ses actes. Mais je ne suis pas encore libéré de mon devoir d'éducation. Donc il va changer de modalité. Mais il n'y a pas de moment vraiment où ça prend fin.
Sans compter que on a aussi un peu une mission d'éducation vis-à-vis de ses petits-enfants. Ça ne s'arrête pas. Parce que là aussi, on sert de modèle. Rappelez-vous, Abraham Avinu, il vit jusqu'à la bar mitzvah de ses petits-enfants. C'est lui qui va les éduquer. Qui va en plus leur apprendre la Torah de l'époque, etc. Au niveau de l'Afrique, il y a un prix du grand-père aussi. Oui, absolument, tout à fait. Aux petits-enfants, je veux dire. Aux petits-enfants ou aux enfants des autres. Le grand-père, il a aussi une obligation d'apprendre la Torah, surtout si son fils n'est pas disponible, etc. Absolument. C'est important. Si vous voulez, c'est une mitzvah de Chinour qui change de forme tout au long de la vie. Dans les premiers temps, elle est plutôt affective, elle devient plutôt cadrante au moment jusqu'à la bar mitzvah, on va dire. Après, elle va être dans un positionnement à cause plus attentive à cause du risque d'opposition du fils par rapport au père. Et après, elle va être plus distante, mais elle reste encore. Alors, pas avec la même intensité, pas avec la même implication, mais je pense que le devoir d'éducation, il est là jusqu'au dernier moment. Alors, peut-être pour préciser, oui. Dans l'aspect d'éducation, il y a, en tout cas dans les premiers temps, et ça précise la question, un aspect qui est nécessairement, en tout cas dans l'éducation juive et l'éducation aux mitzvot, qui sont l'éducation à une vie sous contrainte, bah, il y a un aspect de contraignant. Oui. Contraignant pour l'enfant. C'est-à-dire que ça doit passer nécessairement par une étape où, sans le prendre par le cou, mais il y a un aspect contraignant. Tout à fait. Voilà. Maintenant, et cet aspect contraignant doit absolument nécessairement s'accompagner dans un deuxième temps de la partie intériorisation en fait, des concepts qu'on est en train de lui apprendre de manière contrainte. Oui, c'est pour ça que je ne parlerai pas de deuxième temps. C'est en même temps. C'est en même temps. Et c'est ça, ce qu'on verra la prochaine fois. C'est ça qu'il faut arriver à manier. Et dans la Gemara, on appelle ça la main droite et la main gauche. On dit aussi Naaseh Venishma. C'est d'abord Naaseh. Oui, mais ça c'est autre chose. Le Naaseh Venishma, c'est par rapport à la compréhension des mitzvot. C'est pas dans une démarche d'éducation. Je dois faire, mais je fais d'abord par imitation. Je vais essayer de comprendre après pourquoi je fais. Mais ça, c'est dans la compréhension de la mitzvah. C'est valable tout au long de la vie. C'est pas une question d'éducation. Parce que je ne sais pas si à 50 ans, quand je fais telle ou telle mitzvah, je la comprends. Et pourtant, j'ai encore l'obligation de la comprendre après. Mais c'est-à-dire que la compréhension de la mitzvah passe par son accomplissement. C'est en la faisant que je vais capter une dimension de compréhension. La compréhension, ça va être par l'étude, mais pas que l'étude de comment je dois faire, mais de l'étude de qu'est-ce que je fais, quel sens je donne aux choses. Par compréhension, je n'entendais pas au niveau bina, mais au niveau date. Ça veut dire que j'intériorise la mitzvah. Ça veut dire que je passe d'un état où je le fais de manière contrainte, parce que à table, mon papa il m'oblige à faire birkat, à un stade où je fais birkat, parce que je ressens, pas sans nécessairement comprendre tous les aspects, mais à un aspect où je le fais parce que moi j'en ai envie. Et donc passer de cet état contraint à cet état voulu, en fait, c'est ça qui arrive dans un deuxième temps où une fois que l'enfant a fait, en fait, il est plus enclin à entendre que ce qu'il a fait c'est bien et que... Oui, mais regardez, là, vous faites un arrêt sur image. En réalité, dans la vie, on commence par faire le birkat à la maison en le chantant tous ensemble. Au départ, quand le petit enfant il a envie de chanter, c'est pas une contrainte. Bien sûr, bien sûr. C'est pas une contrainte. Il est dans une démarche positive. Il est dans une vie familiale positive. Après, parce qu'il va grandir, il va être j'ai pas envie. Et là, il va y avoir la contrainte. Mais on n'a pas commencé par la contrainte. On a commencé par l'expérience positive du vécu. Après vient la contrainte au moment de l'adolescence où on est un peu le rachat, c'est-à-dire le rebelle, où on remet tout en question. Après, il va falloir l'amener par l'étude à intégrer lui-même qu'il s'autodiscipline. Mais ce que je veux dire, c'est que toute l'idée de l'éducation, c'est qu'on commence par créer un vécu positif qui va donner l'envie et qui va nous maintenir dans l'identité malgré la velléité de repousser. Si je n'ai pas un vécu positif,
toute ma vie, je vais détester Birkat Hamazon. C'est pas parce que j'ai compris pourquoi il faut le faire, mais toute ma vie, je vais le détester. Même si j'ai compris pourquoi je dois le faire, je vais le ressentir comme une contrainte. Mais si je le mets, non pas dans l'enseignement, mais je le mets dans le vécu positif, alors il y a des moments peut-être dans ma vie où je vais m'éloigner un petit peu, mais en même temps, j'aurai toujours, comme la Madeleine de Proust, j'aurai toujours dans mon inconscient le souvenir d'un moment positif vécu en famille. Et du coup, oui, je l'ai intégré dans mon autodiscipline et l'acceptation de la loi, mais je l'ai intégré d'autant plus facilement que j'ai eu une expérience sensitive positive. Avant, si possible. Alors après, dans les itinéraires des individus, ça peut se mettre dans un autre sens. Mais si justement les parents ont cette préoccupation dès la naissance de l'enfant, alors ils vont mettre en place un vécu positif qui va être porteur et qui fait que la contrainte, elle sera moins contrainte. Parce que c'est quelque chose dont j'ai déjà l'habitude. Il y a toujours un moment où c'est contrainte, mais c'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage aussi. Mais oui, et là c'est le rôle du père d'être cadrant. Mais pas que du père, on verra la prochaine fois. J'avais une petite question. Oui. Là, on voit pas mal de sujets du père envers son fils. J'ai bien compris que c'est lié au fait qu'il y a un côté. On est obligé d'eux, donc si on a l'obligation, on doit aussi le faire avec notre fils. Et on parle pas de moments un peu comme ça privilégiés avec sa fille, un père avec sa fille. Parce que là, on a des moments assez privilégiés. Tu vas être avec lui pour la Torah, par exemple. Vous avez parlé de leur mitzvah aussi, enfin des moments comme ça, on va être proche. Parce qu'avec sa fille, on parle. Alors, ce n'est pas mis dans le texte. Par rapport. Oui, c'est pas mis dans le texte, vous avez raison, par rapport, parce qu'on a regardé dans un angle bien précis. En réalité, dans la mitzvah de Chinour, la mère, elle est totalement impliquée, et donc les filles sont totalement impliquées. La mitzvah de Chinour, c'est pas uniquement vis-à-vis de mon fils, c'est vis-à-vis de ma fille. J'ai la même obligation vis-à-vis de ma fille. Mais dans la mitzvah de Chinour, c'est un modèle qu'on transmet, c'est des valeurs qu'on transmet, c'est un attachement qu'on transmet. Et c'est très important de développer une relation de confiance, de sécurité, d'affection aussi avec sa fille, avec des limites, avec un cadrage. Mais tout à fait, ce n'est pas dans ce texte-là, mais le concept apparaît. Mais comme ce n'est pas... Il n'y a pas de mitzvot caractéristique, donc c'est englobé dans la mitzvah de Chinour, qui elle est indistincte par rapport aux hommes et par rapport aux femmes. C'est pas lié au temps, c'est pas lié au sexe, parce que c'est une création d'une ambiance. Et la fille, elle va profiter de l'ambiance familiale de la même façon que le fils. Et on pourra décliner aussi quel type de comportement il faut avoir vis-à-vis de sa fille. Tout à fait. C'est pas dans ce texte-là, je vous l'accorde. C'est un texte qui est... Parce qu'il est parti sur la distinction entre les mitzvot des hommes et des femmes. Et donc, du coup, il est arrivé à ça. Et de la même façon, on pourra revoir la problématique de l'enseignement de la Torah aux filles. Parce que là aussi, il n'est pas dans ce texte-là. Mais en même temps, on voit bien, il y a des décisionnaires aujourd'hui qui ont expliqué les choses un petit peu autrement, où il y a une obligation, mais elle est encore différente. Mais en avançant, si on a l'occasion, dans les mois qui viennent, évidemment, c'était les Ilouï Nishmat Shlomo Nissim Ben Esther.